Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Extra Junior Laguerre, c'est mon vrai nom. Je suis le président du Jeune Barreau de Montréal pour le mandat 2016-2017. Je remercie les candidats, Maître Grondin et la bâtonnière Combe, au nom de tous les avocats présents ici et ailleurs, d'avoir accepté notre invitation à débattre des enjeux de cette campagne. Ces rendez-vous deviennent une tradition au Jeune Barreau de Montréal, puisque nous avions organisé le dernier débat il y a maintenant près de 2 ans. Nous sommes heureux d'être une organisation jeune, intéressée et à l'avant-garde. Bref, l'avenir passe par le Jeune Barreau. Nous constatons, cher public, que vous êtes nombreux à avoir accepté notre invitation. Je vous en remercie. Cela témoigne du fait que vous êtes intéressés aux activités du Barreau du Québec et que les enjeux touchant la justice vous tiennent à cœur. Peut-être aussi que vous êtes intéressés par le lunch gratuit. Si vous n'êtes pas pris, il en reste encore en attente. Comme le prévoit la nouvelle gouvernance, la gagnante ou le gagnant aura la responsabilité de présider sur les destinées de notre ordre pour les 2 prochaines années. Votre tâche sera donc de veiller à la protection du public. Cela signifie que vous devez vous assurer que la profession est dignement exercée. Vous aurez également la responsabilité de promouvoir la primauté et la règle du droit, de valoriser la profession d'avocat, ainsi que de soutenir les membres dans l'exercice de la profession juridique. Cette responsabilité est d'une très grande importance pour la profession, mais surtout pour le public en général. Par ces temps incertains où des accusés sont relâchés à cause de l'atteinte à leurs droits constitutionnels, nous avons besoin de leaders. Une personne indépendante des partis politiques qui sera en mesure de nous donner leur juste, de nous expliquer ce qui se passe. La population, la profession juridique et les jeunes ont besoin que cette responsabilité soit pleinement assumée par la personne qui porte le titre de bâtonnier ou de bâtonnière. Depuis le début de cette campagne, nous vous épions. Vos moindres faits et gestes sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, ainsi que les autres plateformes. Nous sommes heureux de constater que la campagne est en grande partie orientée sur des idées. Des idées qui feront avancer la profession juridique. On parle de travail pro bono, de l'accessibilité à la justice, de l'emploi pour les jeunes, de la valeur de la cotisation des membres du Barreau du Québec, de la diversité ethno-culturelle, de la place qu'occupent les femmes dans la profession juridique, de la saine gestion financière du Barreau du Québec, de la communauté LGBT, de l'innovation dans le monde juridique, de transparence, de formation continue, de fiscalité, de la Fédération d'avocats du Québec, et j'en passe. Bref, les idées pleuvent et devraient occuper toute la place. Nous vous encourageons à parler de ces idées, nous exposer comment vous envisagez l'évolution de la profession dans les prochaines années. Nous vous encourageons fortement à poursuivre dans cette voie positive, celle qui nous allume et nous donne espoir dans l'idéal de justice, celle qui nous faisait vibrer en première session à la faculté de droit. Nous sommes persuadés que ce même idéal de justice vous habite également et que vous mettrez toujours l'intérêt de la profession avant les intérêts personnels. Par le fait même, nous souhaitons que tous les candidats se concentrent sur les idées pour le reste de la campagne. Vous êtes nos modèles, nous vous observons, nous vous imitons. Si vous souhaitez que votre profession ait bonne presse et soit à l'avant-garde, nous vous invitons
Prends un peu d'eau, je pense. Si vous souhaitez que votre profession ait bonne presse et soit à l'avant-garde, nous vous invitons à vous comporter dignement, soit à la hauteur de cette fonction. À l'heure actuelle, nous avons besoin de nous réunir pour trouver des solutions aux graves problèmes qui affectent le système juridique et non de nous diviser. Comme vous le savez, des postes de conseillers sont également en élection à travers le Québec pour être élus pour un mandat de 2 ans. La section de Montréal détient 4 postes sur le Conseil de barreau du Québec. Ils sont occupés présentement par Paul Mathieu Grondin, Jamila Leboeuf, Antoine Elwin et Rima Kessi. Chaque année, 2 de ces postes sont en élection. Ce sont les sièges détenus par Antoine et Rima qui sont en jeu cette année. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 des candidats qui briguent ces postes dans l'assistance. Je vais vous les présenter. Je vous demande de retenir vos applaudissements s'il y en a pour la fin. Maître Antoine Elwin. Antoine Elwin pratique en litige de succession et administratif chez Fasken Martineau. Il s'implique dans notre profession depuis tous les débuts. Il a été président du Jeune Barreau de Montréal, ce qui est l'une de ses plus grandes fiertés. D'ailleurs, ses nombreuses années au JBM l'ont laissé très sensible à la situation des jeunes avocats et c'est l'une de ses priorités qui habite depuis longtemps. Il est présentement vice-président du Barreau du Québec et a été enseignant à l'École du barreau en éthique et en déontologie. Il sollicite un mandat au conseil d'administration pour continuer son travail sur les projets technologiques, sur la réforme de l'École du barreau et sur la diversité des membres impliqués au sein du barreau. Maître Rémi Bourget. Maître Bourget se présente pour siéger au conseil d'administration du Barreau du Québec en tant que représentant de la région de Montréal. Fort de l'expérience accumulée au sein des mouvements étudiants, communautaires et coopératifs, ainsi que de mon engagement indéfectible en faveur des droits fondamentaux, il est prêt à travailler d'arrache-pied pour faire cheminer au sein du barreau, du gouvernement et de la société québécoise en général les priorités qui le tiennent à cœur. Maintenant, on dit quoi est plus long, je vais penser. Maître Maria Justina Corsi, la seule candidate criminaliste au poste d'administratrice à Montréal. Pour elle, il est impératif de ne pas oublier les domaines atypiques, de bien représenter non seulement nos collègues qui exercent le droit criminel, mais tous les fonctionnaires membres du Barreau du Québec, tels que les juristes de l'État, les professeurs, ainsi que les gestionnaires, et d'assurer qu'ils ont une voix au Barreau du Québec. Elle dit, nos réalités ne peuvent être comparées. Avocat auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales et membre du Barreau du Québec depuis 1990, au cœur des dernières années, Maître Corsi s'est impliqué dans plusieurs comités du Barreau de Montréal, tels que la diversité ethnoculturelle, le secteur anglophone du Barreau, ainsi que le programme de mentorat du DPCP. Voici vos candidats au poste de conseiller du Barreau de Montréal. Maintenant, pour terminer, nous voulons remercier le Barreau de Montréal qui organise ce débat en collaboration avec le Jeune Barreau. Le Barreau de Montréal est un partenaire qui nous appuie dans tous nos projets, des plus sérieux aux plus fous. Merci à sa directrice générale, que j'appelle affectueusement Doris. Merci également à notre équipe du JBM, soit Maître Sophia Rossi, ici présente, Maître Annie-Claude Trudeau, aussi présente ici dans la salle, qui sont des administratrices au JBM. Un grand merci également à Maître Mathieu Jacques, un de nos meilleurs bénévoles. Merci également à la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM de nous accueillir aujourd'hui. Un grand merci également à Maître Stéphanie Beaulieu, directrice générale du Jeune Barreau, et les employés de notre permanence qui font des miracles à chaque jour. C'est sans oublier Madame Julie Marceau, journaliste à Radio-Canada,
d'être présente pour modérer le débat. Je pense qu'elle n'a aucune idée dans quoi qu'elle s'embarque. Modérer un débat en 2 avocats. Pour finir, et sans vouloir m'immiscer dans la course, je tiens à souligner la présence de la bâtonnière qui est présentement en fonction, Maître Claudia Prémont. Comme président du Jeune Barreau de Montréal, j'ai eu la chance de côtoyer Maître Prémont à diverses reprises. Je tiens à mentionner qu'elle a toujours fait preuve de courtoisie et d'écoute. Elle était toujours disponible pour discuter avec moi des enjeux qui préoccupent les jeunes. Je tiens à te remercier, chère Claudia, pour ton implication et ton dévouement envers les enjeux qui affectent notre profession et surtout les jeunes. J'espère que tu continueras à donner ton temps au service public, car nous avons besoin de personnes comme toi. Merci, chère Claudia. Et je cède maintenant la parole à Mme Jules Marceau, qui va poursuivre le débat. Merci. Comme on est dans les remerciements, je tiens à signaler la présence de mon éminent collègue, le Marc Véraud de Radio-Canada, qui est ici aujourd'hui et qui représente la presse. Je vais juste vous expliquer comment on va s'y prendre, comment le débat va fonctionner, puis ça va permettre aussi de faire un récapitulatif aux 2 candidats. D'abord, en fait, on va commencer par une espèce de présentation des programmes. Donc, on va vous demander un peu c'est quoi votre vision. On va parler du rôle du bâtonnier aussi pour vous. Et ensuite, on va faire un débat thématique, système, qu'on présentera un par un. Vous aurez l'occasion donc de présenter ce que vous pensez de chaque thème et vous allez débattre ensuite entre vous sur ces thèmes-là. On a aussi demandé, envoyé une question par courriel. Vous l'avez peut-être reçue, peut-être pas. Donc, on a sélectionné 2 questions du public. En fait, il y en avait 3. Il y en avait une qui recoupait des thématiques qu'on avait déjà. Donc, on a retenu 2 questions qui nous ont été envoyées, qu'on va donc vous poser aujourd'hui. Et bien sûr, vous aurez l'occasion à la suite de conclure. Merci à vous 2 d'accepter l'exercice, bien entendu. Alors, on a procédé par pige aussi. On était 3 au départ. Il faut comprendre qu'on a rétabli assez rapidement l'organisation de ce débat. Donc, je vous invite à présenter chacun à votre tour votre programme. Ensuite, commenter celui de l'adversaire. Donc, on commence avec vous, Maître Paul Mathieu Grondin. Quel est le programme que vous mettez de l'avant à titre de futur bâtonnier? Alors, merci beaucoup, Mme Marceau. Merci à Maître Kwong d'être là. Merci beaucoup à la bâtonnière du Québec, Claudia Prémont, d'être là aussi. Merci aux jeunes barreaux de Montréal. Merci au barreau de Montréal d'organiser l'événement. Et merci d'y être en si grand nombre. Je m'appelle Paul Mathieu Grondin. Je viens de la ville de Québec. La maison familiale y est encore. Je suis allé à l'université de Sherbrooke. J'ai travaillé à Ottawa et j'étais assermenté dans ce qui s'appelait alors le district de Hull, qui est maintenant Gatineau. Que ce soit dit et redit et entendu en avant et en arrière et sur les côtés, j'ai toute l'expérience nécessaire pour mener à bien notre ordre professionnel. J'ai été président du Jeune Barreau de Montréal, c'est 5000 membres. J'ai été secrétaire du Barreau de Montréal, c'est 15 000 membres. J'ai été membre du Conseil des sections, qui regroupe toutes les régions du Québec, les bâtonniers de partout et les premiers conseillers de partout. Je suis membre du CA du Barreau du Québec. Je suis membre du comité audit et finances du Barreau du Québec. Et à tous les moments où j'ai siégé à chacune de ces organisations, il y a eu soit réduction des dépenses, soit réduction des cotisations, et dans tous les cas, des budgets équilibrés. Je suis à la tête d'un bureau de 8 avocats qui ont tous moins de 45 ans et qui sont tous issus de la diversité et qui m'emplissent de fierté. Je pratique en droit du travail du côté des employés. Mais de façon plus importante, je vais vous expliquer pourquoi je suis ici aujourd'hui et pourquoi je veux m'impliquer.
Je vais vous parler de l'état actuel des choses en justice au Québec, qui ne sont pas toutes roses, il faut se l'admettre. En 2013 déjà, la juge en chef McLaughlin annonçait qu'il n'y avait jamais eu un aussi piètre accès à la justice. Nos palais de justice sont, ni plus ni moins, des hangars à papier, et nos membres, sans se sentir complètement déconnectés, se sentent loin du barreau. Il y a eu notre crise au barreau en 2015. Puis il y a eu les délais. Puis il y a eu la grève des juristes de l'État. Puis il y a eu Jordan. Sans dire que c'est la grande noirceur, parce que ça ne l'est pas, on peut certes affirmer qu'on en arrive parfois à un moment charnière dans une organisation. Je suis persuadé que nous sommes dans un de ces moments. Et c'est là d'où vient le thème de notre campagne. Comme les boomers l'ont fait dans les années 70, une nouvelle génération est prête à prendre les rênes et c'est pourquoi je me présente devant vous aujourd'hui comme prochain bâtonnier du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Grondin. Et je fais une petite parenthèse. Maître Trudeau, qui est en face de vous, tient évidemment le timing, si vous me permettez l'expression, puisqu'on vous accorde 3 minutes chacun pour la présentation. Donc, tout au long du débat, c'est elle qui va vous dire combien de temps il vous reste et ça me permet aussi de m'assurer que vous suivez les règles. Maître Kwong, à vous la parole. Merci. Alors, je réitère les salutations et les remerciements de mon collègue. En 2015, je me suis présentée. Pourquoi je me suis présentée? Parce que ça faisait 15 ans que j'étais impliquée au sein du barreau du Québec et je me suis impliquée à divers niveaux. J'ai été la présidente du Jeune Barreau de Québec, j'ai été la bâtonnière de Québec, j'ai siégé sur le Conseil général pendant 8 ans, le Conseil exécutif pendant 3 ans, 2 ans sur le Comité des finances. J'ai enseigné droit des affaires et droit administratif à l'École du barreau. J'ai siégé sur le conseil d'administration de l'École du barreau. Et pour tous les autres comités, je vais vous inviter à aller visiter le site du barreau du Québec. Au cours de ces années, j'ai constaté qu'il y avait des modifications ou des changements requis. Je pense que le programme de 2015 reflétait ces changements qui étaient plus que nécessaires. Et ce n'est pas pour rien qu'à 63%, les membres avaient voté pour ces 4 thèmes, les 4 axes que j'avais présentés, soit pour une profession inclusive, pour une cotisation juste, pour nos jeunes et pour une mission claire. Le barreau doit refléter le portrait de ses membres. Et ça, c'est pas juste au niveau de l'âge ou du genre, mais également au niveau des minorités, au niveau des sections, parce que nous sommes 15 sections à travers le Québec. Nous sommes les chanceux, je vais dire ça comme ça, des autres professionnels où nous avons un ancrage partout. Alors, il ne faut pas oublier les gens qui sont à l'extérieur. Il faut également penser aux gens qui sont dans les domaines atypiques. Les fonctionnaires, les gestionnaires, les auteurs, les professeurs d'école, les avocats en entreprise, etc. Le barreau doit également penser aux jeunes. Et ça, on reviendra là-dessus tantôt. Mais le barreau doit surtout appliquer une rigueur budgétaire. Comme je l'ai mentionné, j'ai présidé le comité des finances et on reviendra également sur cette question-là. Et c'était important pour moi à l'époque d'appliquer cette rigueur budgétaire. Nous avons dégagé le plus grand profit de l'histoire du barreau à 167 ans et cet argent-là vous a été retourné au cours des 2 années subséquentes, cette année et l'année passée. Je pense que c'est important de continuer cet exercice-là. Je voulais également vous dire, au niveau du changement, ça prend un changement de culture. Je suis ici encore devant vous et avec vous parce que je sens une frustration, je sens une colère, tant de la part des avocats que des citoyens. Il ne faut pas oublier les citoyens parce qu'avant d'être les avocats, nous sommes des citoyens. Il faut penser à eux, il faut avoir des activités, des mesures pour faciliter cet accès à la justice, notamment par des crédits d'impôt, par des détaxes, mais aussi pour du pro bono. Nous devons agir en tant que facilitateurs, nous devons permettre, parce que nous sommes des privilégiés, à ces gens d'avoir un accès, puis c'est à nous à démystifier le système de justice et à leur faire comprendre ce qu'il en est. Merci. Merci, Maître Kwong. Vous avez parlé tous les deux de ce que vous avez fait, vous avez parlé de rigueur budgétaire. Maintenant, je vous demanderai de me dire précisément ce que signifie pour vous le rôle de bâtonnier. Je commence. Madame Maître Kwong en premier, effectivement. Merci. On va inverser à chaque fois. D'accord. Pour moi, la bâtonnière, c'est le porte-parole de la justice.
Et si on occupe cette fonction et qu'on utilise vraiment ce qu'on peut faire avec, on doit jouer un rôle important dans la société, être dans les débats sociaux, être capable d'aller expliquer aux citoyens ce qu'est notre justice, puis d'être capable aussi de gérer les affaires courantes du barreau du Québec. Mais avant tout, d'être la porte-parole de la justice et d'être, pas juste au niveau de la communauté juridique, mais ailleurs aussi, les chambres de commerce, au niveau politique, etc., d'être un incontournable. Maître Grondin. Alors, pour moi, le bâtonnier du Québec, c'est avant tout le porte-parole du barreau du Québec. Et je vais vous expliquer exactement ce que j'entends faire à titre de porte-parole du barreau du Québec. J'entends à ce qu'il y ait une première étape de reconnexion avec les membres, une nouvelle ère de transparence. Tous nos procès-verbaux seraient en ligne, nos états financiers seraient réellement détaillés, où on fait attention à la cotisation des membres et on règle une fois pour toutes la question du salaire du bâtonnier et on tend vers une formation gratuite. Maintenant, la deuxième étape pour moi, c'est la question des réformes en profondeur. C'est là où on parle de l'école du barreau, de la fédération. C'est là où on voit étudier la question de l'offre et de la demande en droit. C'est là où on informatise nos palais de justice. C'est là où on a une réelle culture de service à la clientèle au barreau du Québec, une centrale de statistiques fiables pour prendre des décisions sur des données empiriques. C'est le temps des réformes en profondeur au barreau du Québec. Je pense que c'est ça que le bâtonnier devrait faire et c'est le temps d'un nouveau visage et d'une révolution tranquille. Merci. Merci. On va maintenant passer à nos 6 thèmes. Vous avez eu, je pense, à l'avance les thèmes qu'on va aborder justement. Alors, le premier thème, puis ça tombe bien puisque vous venez de parler de l'offre et de la demande en droit, on va parler de l'accès à l'emploi, au marché du travail pour les jeunes avocats. C'est organisé aujourd'hui par le Jeune Barreau. Alors, petit rappel, selon le rapport du Jeune Barreau sur la situation de l'emploi publié en février 2016, il y a de plus en plus de stages qui sont non rémunérés, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. C'est énorme. Et jusqu'ici, la position du barreau a toujours été de dire, ben, on encourage les stages rémunérés quand le contexte le permet. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin? Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à rendre obligatoire la rémunération des stages sous une forme ou sous une autre? Concrètement, comment est-ce que vous vous y prendriez pour ce faire? On va commencer par Maître Grondin. Alors, le rapport sur l'emploi, c'est plaisant. Je l'ai lu et relu, mais je l'ai aussi écrit, donc ça aide beaucoup. Pour la question de la rémunération des stages, plus précisément, c'est une question qui est complexe. Puis on s'était posé la question quand on avait fait cette recommandation-là. Donc, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle on a recommandé que le barreau se positionne contre la non-rémunération des stages, c'était parce qu'on avait l'impression que si le barreau disait salaire minimum obligatoire, ben, ou quelque chose comme ça, ou rémunération obligatoire, peut-être qu'on perdrait des stages aussi. Ou pire, que les salaires seraient tirés vers le bas, puis qu'un nouveau salaire minimum deviendrait une espèce de plancher. Donc, on avait très peur de cette conséquence-là, puis on voulait surtout stigmatiser la pratique des stages non rémunérés, puis on pensait que c'était la meilleure façon d'y arriver. Donc, pour être conséquent avec moi-même, non, je demeure sa position actuelle, ou celle qu'on avait écrite à ce moment-là, qui était de demander à ce que les stages ne soient pas non rémunérés. Et pour nous, c'était la meilleure façon de procéder. Merci, Maître Kwong, sur la même question. J'ai siégé sur le conseil d'administration de l'École du barreau et nous nous sommes posé cette question-là. Et effectivement, ce qu'on entendait, c'est que si on oblige les stages rémunérés, on va avoir moins de stages. Mais personnellement, je suis d'accord sur le fait que la rémunération, c'est une question de respect. Il n'y a personne qui travaille sans rémunération. On donne de son temps, oui, on acquiert une certaine expérience, mais ces personnes-là ont quand même des obligations à rencontrer. Ils doivent payer leurs dettes, doivent payer les frais de scolarité, ils doivent payer le logement et les frais pour se rendre au stage. Encore pire, j'ai eu connaissance de stages où la personne devait payer son stationnement pour effectuer un stage. Donc, non, un stage non rémunéré. Et on va trouver d'autres moyens pour avoir les meilleurs stagiaires, mais je suis contre le fait de ne pas rémunérer nos stagiaires. Voilà qui est clair pour les 2 positions, qui ne sont pas pareilles. Je vous invite à débattre peut-être une sous-question sur ce thème-là. Est-ce que pour permettre un meilleur accès justement au marché du travail, on devrait contingenter les programmes d'études et le barreau, donc pour limiter l'accès, faire en sorte de maximiser finalement les chances de l'emploi? Je vous laisse débattre ensemble. On a 3 minutes là-dessus.
Mais moi, en ce qui me concerne, le contingentement doit se faire en amont, donc au niveau de la faculté et non pas à l'école du barreau, parce que, écoutez, il y a des gens qui ont été pendant 4 années, 3 ans, 4 ans, engagés des dettes, etc., se sont formés et c'est pas à la fin qu'on va devoir couper. Si le barreau exige des critères et que ces critères sont rencontrés, on doit permettre à ces avocats d'avoir leur place, mais après, le barreau doit les soutenir financièrement, par des mesures, etc., pour les aider à passer à d'autres choses, à aller chercher une clientèle, à aller explorer de nouveaux horizons, à aller chercher un mentor, etc. Mais c'est de l'accompagnement après, puis le contingentement au niveau de la faculté de droit. Le contingentement, moi, il faut que ça soit su. J'y suis philosophiquement opposé. C'est à contre-cœur qu'on l'a mis dans le rapport sur l'emploi parce qu'on pensait que la situation avait atteint un niveau assez critique. Puis je vais vous expliquer, il importe de dédramatiser le contingentement. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, mais Grondin, le contingentement, qu'est-ce que tu fais du libre marché? » Premièrement, le Barreau du Québec, c'est un organisme de réglementation d'accès à la profession. À la base, ce n'est pas le libre marché. On contrôle un accès à la profession. Ensuite, il y a un contingentement de facto déjà à l'entrée des universités. Il y a certaines universités où est-ce qu'on prend seulement une personne sur 5, puis je vois personne dans les rues en train de dire « Non, 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 prenez-les toutes. » Ensuite, il y a un contingentement de facto à la sortie de l'école du barreau. Donc, il y a à peu près 20% des étudiants à chaque année qui finissent par pas passer le barreau. Donc ça, c'est quand même une personne sur 5 qui le fait à la fin. La seule raison pour laquelle nous, on voulait raisonner le contingentement, c'est de commencer à avoir une position sur le nombre d'avocats au Québec parce qu'on sentait qu'il y avait un problème, parce qu'on n'était pas capable de desservir une certaine partie de la population. Si on était capable de desservir une meilleure partie de la population, peut-être qu'on n'en aurait pas besoin. Mais pour l'instant, on sentait qu'il y avait une certaine situation critique. Puis nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on voulait faire, notre idée à ce moment-là, c'était que c'était extrêmement difficile d'instaurer le contingentement à l'entrée parce que politiquement, le chemin est à peu près innavigable. Pourquoi on l'a proposé à la fin de l'école du barreau, à contre-cœur, parce que bien sûr, des gens qui s'y investissent, c'est talent que ce soit à la fin, c'est que le barreau peut le faire à la fin. Puis d'ailleurs, on avait un modèle des psychologues. Quand les gens le savent avant le temps, ben, les psychologues s'en vont au PhD, c'est très difficile, au doctorat, pardon, mais tout le monde rentre au départ, puis on voulait que la formation à l'université reste la plus démocratique possible pour ceux qui voulaient ne pas accéder à la profession après, mais qui voulaient un bac en droit pour les connaissances. Donc, c'était notre position à ce moment-là. Merci. On va passer au deuxième sujet dont vous avez tous les deux déjà amplement parlé, notamment dans la presse. Les cotisations payées par les membres. On va revenir au salaire du bâtonnier. On va commencer par les cotisations. La cotisation au barreau cette année s'élève à 970 $. L'année dernière, elle était de 1040 $. Une fois qu'on a passé le cap des 3 ans de pratique, tous les avocats actuellement paient la même cotisation, donc peu importe leur rémunération, leur situation. Alors, est-ce qu'on doit garder le statu quo? Est-ce qu'on doit permettre une espèce de modulation ou des exemptions? Maître Kwong, d'abord là-dessus, donc 1 minute 30 chacun sur ce sujet. D'accord. Comme j'avais dit tantôt, moi, faut avoir des priorités et mes priorités, c'est de permettre aux jeunes de débuter dans la profession et j'avais mis dans mon programme qu'effectivement, je prône une absence de cotisation pour les 3 premières années, comme ce qu'ils font au barreau de Paris notamment. Au niveau de la cotisation, il faut qu'on regarde pourquoi on paye et ce qui devait être payé dans le temps, est-ce que c'est encore le cas actuellement? Et si vous regardez bien, il y a certains fonds qui s'en vont au caisse, au barreau de section, etc. Alors, l'exercice de revoir ces cotisations-là doit se continuer. On l'a fait à l'époque, puis on doit continuer. Vous avez connu une baisse des cotisations, comme je l'ai mentionné, parce que on a eu une très bonne année en 2014-2015, puis on ne peut pas l'appliquer l'année même, on doit répartir sur d'autres années. Alors, l'exercice est vraiment de diminuer la cotisation pour tous les membres. Il n'y en aura pas, mais je pense qu'on doit penser, songer peut-être à des gens qui ne pratiquent pas, etc. Mais au niveau de la cotisation, l'objectif est de diminuer pour tous les membres. Et il faut également penser à diminuer la prime pour l'assurance responsabilité aussi. Alors ça, c'était un des éléments que je pense est intéressant et important de revoir parce que la protection à la hauteur de 10 millions, il n'y en a pas beaucoup qui ont des dossiers à cette hauteur-là et qu'il faudrait le ramener à 2 millions, ce qui fait en sorte que la prime serait beaucoup plus basse. Maître Grondin.
OK, donc il y a plusieurs sujets là-dedans, puis c'est important de tous y toucher. L'assurance de 10 millions versus 2 millions, le problème avec ce changement-là, puis il faut le savoir, c'est que la diminution de la prime ne serait que de 40 $ pour une diminution de 8 millions de la prime. Donc, pour moi, c'est pas une avenue qui est très, très pratique à continuer là-dedans. Je comprends qu'on n'a pas tous besoin d'une assurance de 10 millions, mais si on baisse l'assurance de 10 millions à 2 millions, puis qu'il y en a qui font l'option de 2 millions, ça se peut que la prime des 2 millions augmente aussi. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est toujours des économies d'échelle en question d'assurance. Puis pour une diminution, parce qu'on l'a vu au Conseil des sections, là, ça a été présenté à tous les bâtonniers, puis ça a été approuvé à l'unanimité qu'on continue avec la couverture universelle à 10 millions, parce qu'il y avait seulement 40 $ de moins sur la prime, puis personne ne trouvait que ça valait la peine. Donc, excusez, est-ce que j'ai eu un écriteau de temps? Ah, OK, d'accord. La cotisation, donc, en 15-16, elle était de 1209. Ensuite, elle est tombée à 1040,25. Ensuite, à 970,25. Je vous dirais que la baisse est bien amorcée. Puis, il faut toujours qu'on fasse attention dans nos discours sur les baisses. Moi, je veux qu'elle continue de baisser tout le monde, sûr et certain. La réalité, puis je me suis fait souvent dire, « Ouais, mais l'ordre des ingénieurs, ils sont 2 fois plus que nous autres, puis la cotisation est à 300 $. » Ouais, mais l'ordre des ingénieurs, là, il est sous tutelle en ce moment. Donc, faut qu'on fasse attention à ça. Faut qu'on fasse attention à nos discours, mais je suis d'accord dans l'ensemble pour une baisse de cotisation pour tous. Merci beaucoup. Sur la même question, je vous invite à débattre entre vous. Ce que je vois, c'est une différence en ce qui a trait à la prime. Vous êtes sensiblement les deux d'accord pour peut-être envisager une diminution, mais pouvez-vous être plus précis sur votre position puis comment vous allez y parvenir concrètement? Pour la prime, je trouve ça surprenant parce que j'étais au barreau en 2013 et le Fonds d'assurance responsabilité, le conseil d'administration avait proposé une diminution de 10 millions vers 2 millions et c'était une diminution de 600 $. Alors, je ne sais pas c'est où le 40 $, mais je peux vous dire qu'il y a un document du Fonds d'assurance responsabilité qu'elle avait proposé à l'époque. Et je reviens au fait de dire que c'est très important pour moi que les jeunes puissent profiter de ces 3 années d'absence-là parce que on a tous débuté dans la profession avec pas ou peu de clients, avec des obligations de rembourser nos dettes, etc. Mais en même temps de payer notre cotisation, puis en même temps de payer les heures de formation continue. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Alors, pour moi, c'est ma priorité, les jeunes. On doit avoir les moyens de nos ambitions. Et quand on va accéder à avoir plus d'années d'expérience, ça va être plus facile pour trouver un emploi, puis les clients vont venir, etc. Puis à ce moment-là, on n'aura pas besoin de cette diminution ou cette absence-là, mais pour les 3 premières années, pour moi, c'est ce qui est différent des 2 programmes. C'est vraiment, mais vraiment essentiel. Je pense que c'est important que je commente sur cette absence de cotisation-là des 0-3 ans. Moi, étant jeune, puis moi, je le sais, c'est quoi des cotisations, j'en paye 8 au bureau. Je sais parfaitement c'est quoi. Je peux vous dire que le problème des 0-3 ans, c'est pas, oui, la cotisation devrait être plus basse, OK? Mais la réalité, c'est que le problème, c'est une problématique d'offre et de demande. Puis ça, c'est ce à quoi je veux m'attaquer. Pourquoi les 0-3 ans ne devraient pas être à 0 de cotisation? Bien, premièrement, la vaste majorité ne paye même pas leur propre cotisation. OK? Donc, c'est de l'argent dans les poches, peut-être d'un grand bureau à quelque part. J'ai rien contre les grands bureaux, mais il faut faire... Allô? Bonjour. Au revoir. Oui. Mais il faut faire extrêmement attention à ça. Puis c'est une diminution que je vois pour l'instant qui est non chiffrée, ces 0-3 ans-là. Puis je me demande où est-ce qu'on prendrait cet argent-là dans l'immédiat. Donc, encore là, je pense qu'il faut faire attention à cette promesse-là. Mais bien sûr, il faut que le fardeau sur les jeunes soit le plus bas possible. Puis moi, je suis ouvert à une modulation de la cotisation en fonction de soit qu'on est aux études, soit qu'on est, soit qu'on pratique pas, soit ci, soit ça. Donc ça, c'est important aussi. Les délais judiciaires. On a très peu parlé dans les médias ces derniers temps. Donc, depuis l'arrêt Jordan, pour ceux qui n'auraient pas entendu ce nom, l'arrêt rendu par la Cour suprême l'été dernier, il y a quelques centaines de procédures déjà qui ont été arrêtées, des causes pour meurtre, entre autres. Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement majeur, toute une stratégie, 175 millions de dollars, qui comprend entre autres l'embauche de juges, de procureurs. Donc, c'est en cours actuellement. Ça a été salué par le Barreau du Québec. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que cette stratégie-là est suffisante? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce qu'on peut solutionner ou qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit? Je ne vais pas me tromper, mais je pense qu'on était rendu à Maître Kwong. Donc, 1 minute 30 chacun là-dessus. Je pense qu'il faut parler des délais en dehors de ce qui est dans l'actualité. Je représente depuis 20 ans
les gens les plus démunis de la société, les accidentés. Et je plaide régulièrement devant le tribunal administratif du Québec et le tribunal administratif du travail. Et le rapport de la protectrice du citoyen qui est sorti en octobre 2016 faisait grand état du fait que ce n'est pas acceptable que les victimes ne puissent pas avoir droit aux soins, à leur remplacement de revenus, etc., qu'ils doivent attendre 30 mois pour avoir la première audience. Je pense que la ministre de la Justice avait à l'époque indiqué qu'elle prendrait des mesures, mais ça n'a pas été fait. Je pense que ce que nous devons faire, c'est de hausser le ton et d'exiger davantage au niveau de l'injection, avoir plus d'argent. C'est pas normal que la justice, qui est un des 3 piliers de la société avec l'éducation et la santé, n'a que 1,6 % des dépenses globales de l'État. Alors, il faut hausser le ton, et quand je parlais d'être porte-parole de la justice, c'est d'aller cogner aux bonnes portes, et de dire, si vous voulez qu'on ait confiance dans la justice, il faut injecter de l'argent, il faut avoir plus de juges, plus de salles, et pour que ça roule. Et ça, oui, pour les criminalistes, oui, pour les civilistes, mais surtout, moi, je parlais pour mes clients, les gens qui sont démunis, les accidentés de la route, les accidentés du travail, les victimes d'actes criminels, ces gens qui sont déjà démunis et qui ne savent plus à quel sein se vouer. Merci. OK, alors je rejoins facilement M. Kwong sur la question du 1,26 % qui est accordé à la justice. C'est évident que c'est pas assez, il faut que ça augmente, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. J'essaie d'aller un petit peu plus précisément sur ce que je propose comme solution. Premièrement, du point de vue criminel, donc ce à quoi Jordan a frappé comme une tonne de briques finalement. Je pense qu'il faut accepter le rapport Bouchard et les plans de poursuite, ou une partie du rapport Bouchard en fait. Ensuite, faire nommer des juges à la Cour supérieure, parce que ça a été fait quand même en masse des juges à la Cour du Québec, mais à la Cour supérieure, il y a un seul juge, l'honorable Benoît Moore, qui s'est fait nommer, puis moi j'ai peur que ce soit un délai pour attendre encore 1 an avant d'autres nominations. Il faut que ces juges-là aient de l'expertise en droit criminel. Ensuite, il faut qu'ils aient des ressources nécessaires. Donc, souvent dans les méga procès, il y a beaucoup de voir-dire. Et puis, il faut que, c'est juste humain pour un juge de passer plus rapidement à travers. Donc, des clercs qui s'en occuperaient. Ensuite, il faut entretenir l'idée d'échéancier pour la divulgation de la preuve en droit criminel, comme on le fait en droit familial, par exemple. Tout ce qui ne peut pas être fait en cours devrait être fait par visioconférence. Et c'est pas de faire de la politique, de dire qu'il faut abroger certaines peines minimales. C'est un fait, ça ne marche pas, et ce n'est pas de la politique que de le dire. Ensuite, oui, il faut que la défense et la poursuite se parlent, mais il faut que la poursuite ait une plus grande marge de négociation. Ce sont les solutions concrètes que je propose. Oui, vous pouvez ajouter, justement, je vous laisse sur la portion débat, puis vous avez le droit de vous semi-entrecouper tout en restant respectueux. Non. N'hésitez pas. On demeure élégant, on demeure respectueux, on demeure extra le dit, il faut qu'on fasse. Je vous laisse aller, puis je veux juste peut-être Maître Grondin vous entendre peut-être un peu plus concrètement, parce que c'est facile de dire oui, plus d'argent. Je pense que les deux, vous êtes d'accord là-dessus, mais combien? Là, on vient quand même de déposer 175 millions, c'est pas rien non plus, avec l'embauche de dizaines et de dizaines de personnes. Donc, les deux, vous pouvez commencer, Maître Kwong. Je vais finir par le point que je voulais amorcer. C'est, en plus d'injecter de l'argent, là, c'est un changement de culture. Et on va pas, et on devrait pas aller pour la facilité. Je ne comprends pas comment ça se fait que quand je plaide à la Cour supérieure, qu'à 4h30, là, il faut que ce soit fini. Pour moi, c'est pas normal qu'on commence à 2h puis à 4h30 qu'on soit fini. Je ne comprends pas qu'au tribunal administratif du Québec, il n'y a pas de cause les lundis matin ni les vendredis après-midi. C'est pas normal. Pour moi, l'accessibilité à la justice, les locaux sont là. Il ne faut que les occuper. Comme à la Cour municipale. La Cour municipale, les heures sont prolongées. Alors, le changement de culture, oui, chez les avocats, chez la magistrature, chez les greffiers, mais à tous les niveaux pour dire si vraiment on veut sortir les dossiers, on va se prendre les moyens de le faire. Donc, je peux peut-être profiter de cette question-là comme les politiciens le font, puis ils vont sur leur programme après. Je suis tout jeune, je commence à apprendre c'est quoi la politique. Je peux vous parler de comment on pourrait le réaliser du côté civil aussi. Donc, je pense qu'il faut des solutions concrètes là aussi. Pour moi, c'est encore impensable que mon bureau, quand on fait une demande introductive d'instance, il y a quelqu'un qui vient chercher un papier, s'en va au palais de justice, puis un papier qui est là, puis après ça, il est mis sur d'autres papiers, puis ces papiers-là sont imprimés en 9 exemplaires, puis après ça, on a des cahiers d'autorité qui sont aussi imprimés en 9 exemplaires, recto verso, des fois on peut pas, puis des fois ça dépend des cours. Pourquoi est-ce que je peux pas de mon bureau aller sur un site web de la justice
faire créer nouveaux dossiers, payer mon thème judiciaire avec la carte de crédit du bureau, puis commencer à déposer des documents en PDF. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? On est en 2017, c'est le temps que ça arrive. Merci à vous deux. On va passer donc à un autre sujet qui touche aussi d'une certaine façon les budgets et les finances, l'aide juridique. Le service d'aide juridique en pratique privée, selon un rapport du Jeune Barreau rendu public à l'automne 2016, est sous-financé. Alors, ce rapport-là proposait 21 recommandations, entre autres l'augmentation des tarifs pour les mandats d'aide juridique dans le secteur privé. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans cette direction-là? Et si oui, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Donc, 1 minute 30 encore chacun. Là, je pense que c'était Maître Grondin. OK. Ça, c'est évidemment oui. Oui à l'augmentation des tarifs des mandats d'aide juridique privée. C'est sûr que oui. Mais ça veut dire encore aller chercher de l'argent au gouvernement. Puis ça, c'est pas évident par les temps qu'il faut. Fait que oui, quand Maître Kwong dit être sur toutes les tribunes sur ce sujet précis-là, je la rejoins. Oui, il faut mettre de la pression sur le gouvernement. Oui, il faut mettre de la pression sur le gouvernement par tous les moyens possibles. Oui, il faut être à la télé. Oui, il faut être à la radio. Quand on n'a pas ce qu'on appelle un leverage, on le crée de façon populaire. C'est important de le faire, c'est important que le gouvernement sente cette pression-là, puis on va avoir un bon moment pour le faire avec des élections qui s'en viennent, pour forcer les gens à se prononcer là-dessus. Puis j'aimerais dire aussi qu'il y a une négociation qui s'en vient pour les avocats permanents de l'aide juridique, puis vous pouvez être certain que le barreau du Québec va être là pour vous. Merci, Mme Kwong, sur la question. Alors, comme je vous ai mentionné, je représente les gens les plus démunis de la société. Lorsqu'ils viennent dans mon bureau, on regarde toutes les possibilités, donc l'assurance juridique, le pro bono, mais assurément l'aide juridique. Je peux vous dire que il faut vraiment être une experte dans le dossier parce que c'est vraiment pas payant si vous comptez le taux horaire parce que vous allez payer 10 ou 12 $ de l'heure. La question, elle est là. C'est-à-dire que la Commission d'accès à l'aide juridique a augmenté le seuil d'admissibilité et je les félicite maintenant. Quelqu'un qui travaille à temps plein, salaire minimum, est quand même admissible. La question, c'est est-ce que, par exemple, dans mon cas, 500 $ pour plaider un dossier comme ça et que ça vous prend 2 jours, est-ce que c'est suffisant? On a eu des négociations à l'époque et on a accepté ce tarif-là. Maintenant, nous allons débuter des nouvelles négociations et c'est à nous à décider qu'est-ce qu'on veut. Ce que j'entends de la part des avocats, c'est qu'il y en a beaucoup pour le pénal et le criminel et peu pour l'administratif et le civil. Alors, c'est à nous à débuter au niveau de notre négociation qui s'amorce très prochainement, ce que nous voulons. Est-ce que vous seriez prêt à en faire une priorité, par exemple? Je vous laisse débattre encore une fois, si vous le souhaitez, entre vous. L'aide juridique, ça doit être une priorité. Comme je l'ai mentionné tantôt, il y a l'assurance juridique, il y a le pro bono, mais l'aide juridique permet à une certaine classe de personnes d'avoir accès à un droit, de défendre son droit, etc. Il faut prôner. Je trouve que dans les années 70, le ministre Choquette avait à l'époque donné cette idée-là. Je trouve que c'est une merveilleuse idée parce que notre rôle, c'est assurer la protection du public. Et il faut qu'on maintienne ce système-là, mais est-ce qu'on peut le maintenir en ayant les acquis également pour les avocats? Il reste cette partie-là à s'en préoccuper et je pense que c'est ce qu'on doit faire avec les nouvelles négociations qui s'en viennent. Le ministre Choquette, qui a d'ailleurs la distinction d'être un ancien président du Jeune Barreau, puis c'est du Jeune Barreau de Montréal, puis c'est effectivement lui qui a donné naissance à l'aide juridique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, évidemment, oui, il faut que ce soit une priorité, c'est sûr et certain. Il faut ou ça sera votre priorité? Parce que la question, en fait, c'était ça à vous deux. Je pense que ça fonctionne bien, mais qu'il faut faire plus pour les avocats et le moment est opportun, c'est-à-dire que la négociation du nouveau tarif va faire en sorte qu'on va peut-être pas corriger les inégalités, mais favoriser davantage les gens qui sont en pratique privée. Oui, c'est une priorité et on ne peut pas commencer à changer les programmes et dire que c'est la priorité, mais c'est une priorité qui est très importante. Parfait, merci. Le 5e thème est un thème que vous avez, qui a fait couler aussi pas mal, beaucoup d'encre, le salaire du futur bâtonnier ou de la future bâtonnière. Donc, actuellement, le salaire annuel s'élève à 314 000 $. Si on compare, par exemple, avec, allocation et tout ça, le salaire du premier ministre, il s'élève à peu près 192 000 $. Un ministre, c'est 164 000 $. Bref, le bâtonnier gagne près du double actuellement.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous êtes les deux, en fait, déjà prononcés là-dessus? Je veux réentendre votre position et ce à quoi vous vous engagez. Donc, on commence cette fois par Maître Kwong sur la question. D'accord. Alors, le 306 000, 308 000 qui est sorti à l'époque, c'est moi qui l'ai sorti parce que j'étais présidente du comité des finances et je trouve ça aberrant. Et un non-respect total de l'ordre vis-à-vis des membres parce que la capacité de payer, elle est atteinte et la rigueur budgétaire passait notamment par ça. Certains me disent que c'est 1% des dépenses, c'est pas grand-chose, mais c'est une question de principe. Je veux dire, si vous voulez vraiment appliquer une rigueur budgétaire, il faut donner le ton, il faut donner l'exemple et on commence par la personne qui va présider les destinées de l'ordre. J'avais fait de cette question un engagement et lorsque j'ai été élue le 22 mai 2015, la première réunion, je vous le dis, la première chose que j'ai demandé, c'est une diminution. Je ne l'ai pas obtenue et j'ai fait noter ma dissidence. Pour moi, c'est important parce que, comme je vous ai mentionné, ça passe par là. Il faut être capable d'expliquer aux gens ce qu'on fait avec leur argent et de donner l'exemple. Alors, la rigueur, ça commence par la tête et ça descend. Et je n'ai pas changé d'avis depuis ce temps-là. Et je suis contre la résolution qui a été votée d'augmenter à 314 000 plus une prime de départ, un concept qui n'existait même pas. J'ai rencontré dans le cadre du comité de gouvernance tous les bâtonniers. Il n'y a personne qui a été bâtonnier pour une question d'argent. Il n'y a personne qui a été présider les destinées de l'ordre, comme je vous ai mentionné, parce qu'on n'avait pas d'argent ou on n'aurait plus d'argent. Si on fait un bon travail, après le bâtonnat, ne vous inquiétez pas, les offres vont venir. Je reconnais que cette question-là est une question très sensible et je suis moi aussi pour une baisse substantielle du salaire du bâtonnier, que ce soit très clair. Je l'ai dit en 2016 alors que je me présente comme administrateur, je le redis aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se faire plutôt facilement maintenant parce que les deux, tantôt les trois candidats étaient d'accord sur cette baisse-là. Je pense que aussi, il faut faire attention parce que ça ne prend pas juste un bâtonnier qui est pour une baisse, ça prend des administrateurs qui sont pour aussi. Puis c'est ça la façon de faire. Puis selon mon calcul, peu importe ce qui se passe ici en avant, ça devrait pouvoir se passer au CA prochainement. Donc, je le souhaite. C'est pas, je l'admets volontiers, c'est pas mon sujet préféré, mais c'est un sujet, faut qu'on en finisse, puis il faut qu'on le fasse, puis je suis on board, comme ils disent, à 100%. Vous avez demandé de préciser le montant. Justement, c'est là-dessus que j'allais vous relancer parce que, si je ne me trompe pas, Maître Grondin, vous vous êtes dit prêt à amorcer des discussions à partir de 95 000. Là, vous me corrigez si je me trompe. Et Maître Kwong, vous aviez proposé à un moment donné d'aligner le salaire à celui du premier ministre. Donc là, je vous amène à parler de vrai montant, même si je sais que ce n'est pas votre sujet de prédilection, mais où est-ce que vous vous positionnez? Ça me fait quand même plaisir d'en parler. Écoutez, effectivement, c'est exactement ça que j'ai dit. Donc, pour une position de négociation, la raison pour laquelle j'ai dit 95 000, puis c'est important de le savoir, c'est que c'est selon le baromètre le salaire médian d'un avocat. Donc, pour moi, c'est important d'attirer l'attention là-dessus. Je n'ai pas réinventé le schéma classique de la négociation. Malheureusement, on négocie encore comme on le faisait avant. Donc, il y a quelqu'un qui a un low ball, il y a quelqu'un qui a une position high ball qu'on appelle. Si on dit notre chiffre immédiatement, souvent c'est difficile de s'y rendre. Donc ça, c'est ma position qui est très basse et je ne suis certainement pas naïf. Je ne sais que ça ne va pas se terminer à 95 000 $. Mais si ça peut le tirer vers le bas le plus possible, tant mieux. Et je pense que le problème, c'est un léger problème, c'est pas un gros problème, mais avec la position de Maître Kwong, c'est qu'elle s'assure que le salaire ne soit pas plus bas que ça non plus. Donc, il y a ça. Puis, je ne souhaite pas nécessairement non plus qu'il soit plus bas que celui du premier ministre. Je pense qu'on va trouver quelque chose qui est raisonnable. J'ai été 8 ans sur le Conseil général. J'ai vu aller pas mal de bâtonniers. Je peux vous dire que descendre en bas du salaire du premier ministre, c'est sous-estimer la fonction. C'est quand même une fonction importante où la personne a à négocier avec différents intervenants, mais aussi elle doit te consacrer totalement à cette fonction. Je pense que le bâtonnier doit être à temps plein. Et 189 000 ou 192 000 maintenant, le salaire du premier ministre, pour moi, c'est le chiffre que je vais demander au conseil d'administration. Évidemment, je rejoins Maître Grondin sur cette question. Vous devez élire les administrateurs parce que la différence entre 2015 et maintenant, ce sont les gens qui seront autour de la table. Assurez-vous que si c'est ce que vous voulez, que vous avez des administrateurs qui vont aller dans le même sens que votre vision et votre philosophie.
Merci beaucoup à vous deux. J'ai comme envie de dire adjuger pour 192 000. On va suivre vos mandats dans la presse, voir ce que vous allez faire là-dessus. C'est quand même près de la moitié, enfin 100 000 de moins. Je laisse la question du salaire de côté. Il y a une question qui intéresse beaucoup les avocats actuellement. C'est notre 6e thème, c'est la création d'une fédération des avocates et avocats du Québec. Alors, depuis quelques mois, il y a des avocats qui militent pour la création de cette fédération-là. Et l'idée, c'est d'assurer la défense des droits et intérêts des avocats, un peu à l'instar des médecins, par exemple. Donc, c'est quoi votre position, en fait, sur, d'abord, j'ai une sous-question, mais d'abord, votre position sur la création d'une telle fédération. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Maître Grondin, d'abord, pour 1 minute 30. C'est une très bonne idée. J'envie beaucoup la clarté de la mission des organisations chez les médecins. Donc, le Collège des médecins qui s'occupe de la protection du public, les fédérations qui s'occupent de l'intérêt des médecins. J'envie cette clarté-là. Au barreau, on a souvent 2 chapeaux. Il ne faut pas se le cacher. Pour l'instant, bon, le bâtonnier va continuer à avoir quelques chapeaux, mais je pense que la position du barreau devrait être d'encourager institutionnellement la formation d'une telle fédération ou association sans s'inquiéter de son organisation interne, qui est bien sûr laissée libre à ceux qui l'organiseront. J'irais même plus loin. Si les gens qui l'organisent veulent un observateur du barreau qui va pouvoir y être pour dire est-ce qu'on pourrait transférer telle ou telle compétence à l'avenir. Le barreau en enverra un, mais ça, c'est seulement si les gens le veulent. Je pense que ça pourrait être une bonne solution parce que je pense qu'on pourrait en arriver à ce qu'on appelle un deal plus rapidement. Donc, voilà ma position sur la fédération. Je pense que ce qui doit être fait, je l'avais proposé en 2015, c'est d'avoir une mission claire. Alors, aujourd'hui, tant pour les citoyens que pour les avocats, ils savent pas trop qu'est-ce que fait le barreau et quelle est sa mission. La mission principale, c'est la protection du public. Et on doit envoyer ce message-là puis être clair. Et si effectivement, il y a une création d'une association ou d'une fédération, le barreau n'a pas son mot à dire là-dessus. Mais s'il y a un besoin que les gens se regroupent et défendent leurs droits parce que les avocats ne sont pas défendus, on va soutenir, mais on va pas obliger les avocats à adhérer à cette association-là. Je vous parle de ça parce que lors du conflit des juristes de l'État, je peux vous dire que les juristes se sont sentis seuls. Et ce que j'avais dit également sur les ondes d'une station de radio, c'est que la différence entre les avocats et les médecins et les infirmiers, c'est que nous n'avons pas la solidarité. Alors, oui, on a comme mission la protection du public et ça doit être clair, mais il faut trouver des moyens aussi d'être solidaire et d'être fier d'être avocat et de sortir lorsque le temps est nécessaire. Je peux vous dire que lorsqu'on a fait la marche pour les juristes de l'État, j'étais contente de voir qu'il y avait des gens de la pratique privée parce que nous sommes là pour avoir un meilleur système de justice et ce côté-là, reprendre le dialogue avec les membres et les citoyens, là, c'est ce qui manque à notre barreau. Alors, je profitais de l'occasion pour dire, on va créer une association, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas de notre ressort, mais qu'on peut quand même pousser sur le fait qu'on doit être fier à nouveau et digne d'être fier et digne d'être avocat. Si elle est créée, est-ce que l'adhésion devrait être obligatoire? Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir voter, il va y avoir des assemblées. Vous, est-ce que vous pensez personnellement que ça doit être obligatoire? Moi, je pense que ça ne devrait pas être obligatoire, c'est-à-dire qu'on a tellement d'associations aujourd'hui, associations des familialistes, des criminalistes, les juristes de l'État, etc. Nous n'avons peut-être pas toutes les mêmes demandes et les mêmes besoins. On va favoriser une création. Comme les ingénieurs, ce qu'ils ont fait, ils ont leur association maintenant, ils ont comme séparé la protection du public et les associations. Peut-être que c'est nécessaire, mais moi, je ne rendrai pas obligatoire l'adhésion. Parce qu'il y a déjà des besoins qui sont comblés, puis les avocats se sentent le besoin d'adhérer, mais qu'ils y aillent. Oui, moi, je vous avoue que je ne connais pas tout à fait le projet encore. Là. Il y a beaucoup de discussions en coulisses qui ont cours. Donc, je ne sais pas tout à fait à quoi ils veulent en venir encore. Je pense que cette question-là est très prématurée, mais moi aussi, mon feeling, c'est d'être contre des adhésions universelles qui seraient imposées parce qu'il y a un groupe. Si les gens de l'organisation décident que c'est nécessaire, puis tous les barreaux de section sont d'accord, puis qu'il y a un large consensus, bien sûr, on peut en parler. Il ne faut pas être fermé là-dessus non plus. Mais pour l'instant, cette question-là est prématurée à mon égard.
Merci beaucoup. Toujours des grandes questions. Pour ce qui est de la Fédération des journalistes, par exemple, ce n'est pas obligatoire à titre informatif. J'avais oublié de le mentionner au début. On a prévu une section de questions très courtes, en fait, où on s'attend à des réponses très courtes, donc de 30 secondes. Et là, c'est là que Annie-Claude va jouer un rôle très important. 3 petites questions que vous avez reçues à l'avance. Je pense que je vais commencer pour la première question avec Maître Kwong. Si je ne me trompe pas, on a terminé avec Mac Grondin tout à l'heure. Alors, petite question en anglais. On l'a abordé, mais si vous pouvez nous résumer ça en 30 secondes. What is your vision for the Quebec Bar in 10 years? I think we should be on the top. I envision a Quebec Bar colorful, powerful, with fruitful contribution to the public. We have to be there for the members. We have to connect with the members. Maître Grondin. Well, that will be in 10 years from now when I'll be sitting in a nice little retirement house. I see the barreau. I see a barreau. There's an English version of the laws that has been drafted with great quality. I see a barreau where members of the English-speaking minority are invested in committees and do not feel left out. And I see a barreau where there is a new École du Barreau. I see a barreau where fathers take half of parental leave so that women in our profession have less restrictions and that we share a stigma and that we share equality. Thank you very much. I'm glad to hear about your retreat. Deuxième question, l'avocat n'a pas toujours bonne presse. Nous en sommes en partie responsables. Qu'est-ce que peut faire le barreau pour améliorer l'image des avocats au sein du public? On sait que ça passe, entre autres choses, par les médias. Maître Grondin, pour commencer. Donc, j'avais un petit texte, je vais le dire vraiment rapidement. Donc, il est extrêmement facile pour moi de parler en bien des avocats, puis tout est ensuite une question de communication. On peut pratiquer une facturation qui est un peu plus transparente, mais la presque totalité des avocats le font déjà. On peut expliquer que nos avocats ne conduisent pas tous des autos de luxe, puis font ce qu'ils ont à faire par passion. On peut expliquer que les avocats sont des grands donateurs d'argent. On peut expliquer qu'ils sont des grands philanthropes, des acteurs pro bono importants. On peut expliquer que les avocats sont les amis des arts, qu'ils sont amis de la culture, qu'ils s'impliquent dans toutes sortes d'organismes. On peut expliquer que les avocats sont des amants du processus législatif et des débats de société et qu'ils s'impliquent partout dans la société. Merci, Maître Grondin. Maître Kwong. Alors, je pense qu'on doit jouer un rôle important dans la société et des vecteurs de changement. J'avais proposé en 2015 d'accorder 15 heures de mandat pro bono à titre de formation continue. Je peux vous inviter à lire le rapport annuel à la page 13 où le conseil d'administration a refusé cela. Être un acteur dans la société, c'est ça qui va nous permettre d'avoir une meilleure image. Il ne suffit pas de mettre des affiches et de dire « nous sommes beaux et nous sommes fins », c'est par des gestes concrets. Je pense que les avocats sont généreux, il faut juste promouvoir davantage et les encourager. Merci, Maître Kwong. Dernière question, on n'a pas beaucoup parlé de la pratique en région. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des enjeux qui vous préoccupent particulièrement, qu'on doit mettre de l'avant? Donc, 30 secondes chacun. Cette fois, on commence par Maître Kwong là-dessus. Le barreau a 15 sections. La bâtonnière doit aller vers eux. Je pense que sur 5 jours, on devrait accorder une journée pour faire la moitié du chemin, peut-être un bureau à Québec ou à Gatineau, une salle, 2 chaises, mais être conscient de la réalité des gens qui sont à l'extérieur, parce que le barreau du Québec ne devrait pas être un barreau de Montréal 2. Maître Grondin. Oui, ben moi je suis un gars des régions en fait. Chaque région, bon c'est pas les régions, c'est pas un tout indivisible. Là, ils ont chacune leur particularité. Sherbrooke, il faut que ce soit dit, a les meilleurs délais en justice dans toute la province. En Abitibi, l'industrie minière s'est jamais mieux portée, puis il n'y a jamais eu autant de jeunes. Dans d'autres districts, c'est beaucoup plus difficile. On a besoin de salles de palais de justice, de rénovation urgente. Je m'engage à ce que le conseil des sections, à chaque fois qu'il fait une recommandation, soit informé de toutes les raisons pour lesquelles sa décision a été acceptée ou refusée. Puis les cas de refus, ça doit être des rarités extrêmes. Merci. Je vais lire maintenant. Donc, il y a eu des questions du public. Donc, on va vous la destiner vous pouvez répondre, en fait, tour à tour. Alors, la première question vient de Maître Pierre Bilodeau. Il écrit, dans un article du Droit Inc. du 21 avril dernier, nous apprenions que les membres du CA du barreau ont tenu 124 réunions rémunérées entre le 18 juin 2015 et le 6 mars 2017. Ça résulte à plus de 5,9 réunions en moyenne chaque mois.
auquel chaque administrateur reçoit maintenant un jeton de présence de 800 $ par réunion. Je vous avertis, c'est une longue question. Qu'en pensent les candidats quant à ce nombre de réunions? Est-ce qu'il serait possible d'administrer le barreau avec moins de réunions du CA? Est-ce que les administrateurs du barreau doivent être rémunérés si la réunion se tient par courriel? Je vais arrêter là parce qu'il y a une dernière question. Donc, peut-être là-dessus, ce que vous en pensez globalement, on va commencer par Maître Grondin parce qu'on a terminé avec Maître Kwong et ensuite la parole à Maître Kwong. Oui. Je vais dire ça en toute gentillesse. C'est pas 5,9 réunions par semaine qui s'est passé. Donc, durant la crise de 2015, il y avait beaucoup de réunions à ce moment-là. C'est pas du tout le cas cette année. Là, moi, j'ai une réunion par mois, puis peut-être un appel téléphonique, là, ça dépend. Donc, pour ça, il faut rétablir les faits, puis c'est pas comme si c'était une moyenne. Je pense pas que c'est correct de dire que c'est une moyenne. Il y a certaines situations qui nécessitent beaucoup plus de présence. J'y étais pas à ce moment-là. Je suis arrivé en 2016 après. Donc, voilà. Puis le plus possible par courriel. Puis on a instauré les décisions par courriel aussi, des décisions qui se prennent relativement rapidement à l'unanimité. Là, il y en a beaucoup au barreau sur des cas plus simples. Donc, il y a ça. Ça prend des réunions en personne. Je pense encore qu'il en faut parce que les administrateurs viennent de partout au Québec. Puis c'est super intéressant de voir la réalité. Puis il n'y a pas le même esprit de corps quand on se voit pas en personne une fois de temps en temps. Mais il n'y a pas d'exagération à ce moment-ci, clairement, au barreau du Québec. Maître Kwong, là-dessus, je veux juste réitérer une chose parce qu'on demandait précisément, est-ce qu'on doit quand même rémunérer même si c'est par courriel? Donc peut-être répondre en même temps à cette question-là. Oui, absolument. Donc non, par courriel, c'est pas nécessaire du tout. Donc non. 5,9 réunions en moyenne chaque mois. On doit viser la transparence. Écoutez, ces informations-là, on les a obtenues parce qu'on a fait une demande en vertu de l'accès à l'information et c'est comme ça qu'on sait ce qui se passe au barreau. C'est pas normal d'avoir autant de réunions. Il faut minimiser le plus possible et faire attention à l'argent de nos membres parce qu'à chaque fois qu'il y a une réunion, alors là, au niveau du règlement la conduite des affaires du barreau, c'est 300 $, mais c'est quand même 300 $. Je peux vous dire que si on peut réunir tous les sujets et de parler une seule fois, on va le faire, puis de pas appeler une réunion pour juste appeler une réunion. Il y a des choses qu'on peut régler de façon plus rapide et c'est ça qu'on visait avec la nouvelle gouvernance, c'est que la célérité et une diminution de coûts. Et là, je comprends après avoir obtenu les documents que c'est l'inverse qui est arrivé. Alors, c'est l'argent de nos membres, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas appeler des réunions pour faire des réunions puis des appels téléphoniques où est-ce que les administrateurs sont payés 400 $ ou seront payés lorsque la modification sera apportée. 400 $ pour 20 minutes de téléphone, pour moi, ça n'a pas de sens, ça. Il y avait une sous-question de Maître Bilodeau qui se demandait, est-ce que vous êtes prêt à vous engager, vous avez mentionné la transparence, donc est-ce que vous êtes prêt à vous engager à rendre disponibles les procès-verbaux de ces réunions, autant sur le contenu, leur durée, la format de toutes ces rencontres? Je pense que les deux, vous aviez déjà mentionné ce point, mais peut-être préciser votre position là-dessus. Totalement. Transparence. Ah, là, c'est mon tour. Vous pouvez débattre. Totalement transparent. Et je vous dirais même que de mettre le nom des administrateurs qui posent une question, qui votent pour une partie, etc., d'assumer sa position. Parce que ce qu'il s'en venait lorsque j'ai quitté, c'est qu'on mettait administrateur 1, 2, 3 au lieu des noms des personnes. Vous devez élire les administrateurs. C'est à vous à faire attention aux personnes que vous allez désigner autour de la table. Et il faut qu'on assume nos positions puis être capable de prendre des positions. Parce que le silence, c'est une position. Les procès-verbaux publics, c'est la proposition numéro 1 de mon programme. C'est tout. Voilà qui est dit. Deuxième question qui nous vient de Maître François Desroches-Lapointe de la Direction des affaires juridiques de la SAC. Alors, là aussi, on a un préambule qui est assez long. Je vais essayer de vous mettre en contexte. Donc, Maître Desroches dit « Les avocats et notaires de l'État québécois ont exercé leur droit de grève pour obtenir un changement de leur régime de négociation. » Il rappelle que depuis les années 2000, il a été amplement démontré que, donc selon lui, le mode de négociation traditionnel ne convient pas à la situation. À 3 reprises, il y a eu des lois spéciales, 2017 entre autres, qui leur ont interdit donc tout moyen de pression et leur ont imposé des conditions de travail. Il rappelle que les avocats doivent évidemment éviter toute situation de conflit d'intérêts, donc ils se retrouvent dans une drôle de position. La première chose, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec cette situation difficile d'espèce de conflit d'intérêts? Et la deuxième chose, c'est dans ce contexte, si vous trouvez que c'est peut-être un peu tendu, c'est peut-être une mauvaise position,
quelles actions concrètes le barreau du Québec peut poser pour justement peut-être que qu'on puisse exercer la profession dans le respect et en sentant, disons, les coudées un peu plus franches? Je pense que j'ai juste manqué la première partie. Ce qu'il dit, c'est, en fait, il rappelle que les avocats se sont fait imposer, les avocats, les notaires de l'État se sont fait imposer donc à 3 reprises les lois spéciales, qu'on leur a interdit tout moyen de pression. Ouais. On dit de façon récurrente, ça a mené à plusieurs conflits, entre autres devant les tribunaux. Donc, ça place les avocats dans une situation où ils représentent la personne qui est aussi leur employeur. Donc, il y a une certaine forme de conflit d'intérêt là-dedans, selon lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et dans ce contexte, est-ce qu'on peut faire quelque chose si vous êtes le prochain bâtonnier ou bâtonnière? Les juristes de l'État devraient avoir le droit à toute l'indépendance nécessaire, devraient avoir le soutien du barreau pour qu'on établisse un mécanisme d'arbitrage pour que leur rémunération suive ce mode-là. Donc, que ce soit très, très clair, on ne peut pas réavoir ce même débat-là à chaque année, sans changer le mode, puis se retrouver toujours avec une grève, puis toujours avec une loi spéciale. Il est temps que ça change. Alors, j'avais milité pour une profession inclusive, ça comprend les juristes de l'État. J'ai toujours dit qu'il faut protéger l'indépendance de ces juristes de l'État-là face à l'État. Et c'est la même chose pour les avocats en entreprise. Et je suis sortie en février, et c'est un des motifs qui fait en sorte que j'ai décidé de me présenter, c'est qu'ils étaient dehors, à la rue, et c'est le cas de le dire au sens propre comme au sens figuré, et que ça n'avait pas de sens que les avocats fassent ça. Pour moi, l'indépendance, c'est primordial, et l'arbitrage qu'ils demandent, c'est au cœur même de leur négociation. C'est même pas une question d'argent. Ils se sont endettés de 8 millions, ils sont réhypothéqués, ils sont réempruntés encore, parce que c'est une question de principe. Alors oui, je vais toujours protéger leur indépendance, parce que ça sert, nous, l'État, parce que vous savez, les juristes de l'État sont là pour les citoyens, pour avoir un système de justice juste et équitable. Et oui, pour la mise en place d'un système d'arbitrage pour éviter justement de revenir à chaque 3 ans ou 5 ans avec les mêmes problèmes. Avez-vous besoin de débattre de la question entre vous avant qu'on passe en conclusion? Moi, je pense que c'est important de sortir puis de prendre le pôle, parce que je peux vous dire, c'est ce que les juristes de l'État m'ont dit, c'est qu'à un moment donné, quand tu es bâtonnier ou t'es pas bâtonnière, il faut que tu ailles expliquer aux citoyens ce qu'est la fonction de juriste de l'État et que tu ailles négocier ou être présent pour réitérer l'importance de leur rôle dans la société. Je suis d'accord à 100%. Est-ce qu'un jour, ce sera peut-être le rôle d'une fédération de faire ça, peut-être, de défense d'intérêt, sauf que dans ce cas-ci, il est vraiment question d'indépendance, c'est au cœur de leurs revendications. C'est pas une question simplement salariale, donc il est important que le barreau s'en mêle, effectivement. Je suis d'accord à 100%, c'est nécessaire. Merci. On a terminé la section débat, la section questions courtes également. Alors, en fait, vous disposez chacun de 2 minutes pour conclure, pour convaincre les gens que vous êtes la bonne personne pour assumer le rôle du futur bâtonnier ou bâtonnière du barreau du Québec. Maître Kwong, on va commencer par vous. 2 minutes. Alors, ce que je disais en 2015, et je le réitère, parce que j'ai pas vu grand-chose au cours des 2 dernières années, pour le changement. Un changement en profondeur, mais avec l'expérience. Je vous ai indiqué ce que j'avais fait au sein du barreau. Je dois également vous dire que je possède un bac en administration des affaires en finance. J'ai un MBA. Je suis membre de l'Ordre des administrateurs agréés. J'ai reçu le titre d'Advocatus Emeritus et le prix Louis-Philippe Pigeon de la part du jeune barreau de Québec pour mon implication et mon parcours. Ce que je veux, c'est d'inculquer une nouvelle culture au barreau, d'ouvrir les fenêtres de notre ordre professionnel, d'être présente, reprendre le dialogue tant avec les citoyens, mais surtout avec les membres à travers le Québec pour connaître leur réalité, d'être capable de leur proposer des solutions, puis d'être également capable de les implanter, ces solutions-là. Nous sommes rendus là. Le statu quo ne peut plus perdurer. Je n'ai jamais été le choix de l'establishment. Je ne serai jamais le choix de l'establishment parce que je vise un changement, puis un changement profondeur. Puis quand j'aurai fini, j'aurai d'autres projets. Merci. Mesdames et messieurs, dans cette élection, nous avons un choix qui est clair. J'ai mené une campagne d'idées. J'en suis fier et nous en sommes tous fiers. Et on va continuer à le faire. On va continuer à travailler très, très fort parce qu'il n'y a absolument rien d'acquis.
puis on va se retrousser les manches doublement à partir d'aujourd'hui. Dans cette course, on a eu l'appui d'avocats de partout en province, mais aussi de juristes de l'État, de juristes en contentieux, de juristes aux études, de juristes hors Québec, de petits bureaux, de Gilles Thibault, qui est l'innovateur des innovateurs qui a fondé Edilex, de Maître Denis Galland, un exemple d'intégrité irréprochable et inspecteur général de la Ville de Montréal, de Brian Mitchell, le bâtonnier de Montréal, et de maintenant de Claudia Plé-Prémont, la bâtonnière du Québec. C'est autant d'appui que nous acceptons avec une grande humilité et qui ne font que conforter mon intention de mener des réelles réformes en profondeur au barreau du Québec. Une chose que j'admire de Maître Kwong, c'est sa volonté de parler des jeunes ici et partout à chaque fois qu'elle en a une chance. Elle leur demande de s'impliquer, de foncer. Maître Kwong, vous avez raison, me voici. Du 2 au 12 mai prochain, nous allons oser et nous allons voter pour une révolution tranquille au barreau, un nouveau visage, des réformes nécessaires qui ne seront pas toutes faciles, qui ne feront pas tous consensus. Et je vous demande de voter Paul Mathieu Grondin, pas pour que je sois bâtonnier du Québec, mais pour que nous soyons bâtonniers du Québec. Merci beaucoup. Ben voilà, en fait, c'est ce qui m'a fait au débat. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Et puis, on aura l'occasion peut-être, nous, comme journalistes, de vous reparler. Ça m'a fait au débat. Merci beaucoup au Jeune Barreau qui a organisé, évidemment, ce débat ici, au Barreau de Montréal aussi.